Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, très content de vous retrouver pour la suite de DCDM et l'épisode 5 consacré au deuxième groupe de cette Coupe du Monde 2022, le groupe B, composé de l'Angleterre, de l'Iran, des États-Unis et du Pays de Galles. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Il y a pas mal de personnes qui découvrent mon contenu en ce moment, donc ça fait très plaisir. N'hésitez pas vraiment à vous abonner aussi si ça vous plaît. C'est bon pour mon référencement YouTube et puis ça m'incite à continuer les vidéos. Et sans plus tarder, on commence cette vidéo avec les favoris du groupe, l'Angleterre. Période un peu étrange pour les Anglais, qui s'avancent au Qatar comme étant les vice-champions d'Europe et une équipe redoutable sur le papier, mais qui ont vécu une période en juin et en septembre très compliquée, avec des joueurs pas en confiance ou pas en forme, un manque de créativité évident et des choix de Southgate critiquables. Résultat, aucune victoire en 6 matchs de Ligue des Nations et une relégation en Ligue B avec notamment une humiliation 4-0 contre la Hongrie à domicile. Alors il y a eu du mieux lors du dernier match 3 partout contre l'Allemagne avec 20-25 dernières minutes brillantes, mais beaucoup trop insuffisant dans l'ensemble pour calmer les critiques. Southgate va avoir beaucoup de pression. Toutefois, les Anglais étant des éternels optimistes, comme le dit notre très cher ami Tom Abadi, spécialiste du foot anglais, les Three Lions veulent aller loin dans ce mondial. On croit toujours à un potentiel sacre des Anglais au pays, eux qui n'ont remporté qu'une seule Coupe du Monde de leur histoire, en 1966, le seul trophée majeur de la sélection. Faut dire qu'ils sortent d'un bon mondial en Russie, où ils terminent 4e, et il y a matière, une fois de plus, à aller chercher pourquoi pas un dernier carré. Ce sera une vraie équipe à suivre, avec des joueurs qui, j'espère, nous proposeront de belles choses durant ce mondial. La star, c'est Kane, qui avait démarré crescendo à l'Euro, très lentement, avant de très bien finir. Un grand Kane, un grand numéro 9, c'est toujours important pour une Coupe du Monde. Et puis, bien sûr, on a toute cette armada, cette équipe si talentueuse, Foden, Saka, Bellingham, 3 joueurs importants, souvent décisifs avec la sélection. Rajoutez à ça Sterling, Grealish, Rashford, il y a vraiment du très lourd sur le plan offensif et créatif. C'est notamment pour ça qu'on est très frustré de cette sélection anglaise qui propose vraiment très peu avec le matériel qui est à disposition, c'est rageant. Beaucoup de jeunesse donc, je pense que le Qatar va encore lui permettre de grandir pour vraiment arriver à maturité durant l'Euro 2024, où les Anglais vraiment risquent d'être parmi les gros favoris. Pour cette Coupe du Monde, je les sens moins armés collectivement que certaines nations européennes, mais surtout moins armés que l'Argentine ou le Brésil. Je pense que c'est qu'une élimination en quart ou avant l'écart sera considéré comme un vrai échec, mais si c'est à partir des demi-finales, ce sera acceptable. Enfin, concernant le climat qui entoure les Anglais, il reste bon, mais la pression sera pas négligeable, la ferveur sera au rendez-vous parce que c'est une année très difficile politiquement et socialement entre le décès de la reine qui a mis fin à 70 ans d'histoire commune, la guerre en Ukraine qui engendre beaucoup de réactions et de conséquences sur le pays. Je rappelle que c'est le pays européen qui soutient le plus financièrement et militairement l'Ukraine, ou ce nouveau gouvernement après le départ de Boris Johnson. Bref, le foot peut être une échappatoire pour refonder des liens forts dans le pays, pour permettre aux supporters d'égayer leur hiver. On passe à la sélection iranienne, l'Iran qui est actuellement dans une très forte période de troubles internes et sociaux. Si vous avez suivi l'actu, vous avez vu ces derniers temps de très nombreux foyers de contestation qui ont éclaté dans tout le pays après l'assassinat de la jeune femme Mahsa Amini par la police des mœurs. Elle était accusée d'avoir mal mis son voile islamique. Conséquence, les femmes du pays, soutenues par certains hommes, manifestent leur mécontentement et leur colère face à ce drame, mais la répression est sanglante. Et cette contestation a même gagné les rangs de l'équipe nationale, puisque certains joueurs comme Azmoun ont déclaré soutenir le peuple et les femmes d'Iran. Et surtout, ça c'est une image absolument incroyable symboliquement, avant le match amical contre le Sénégal, les Iraniens ont chanté l'hymne national, mais avec une parka noire, en cachant le nom de leur sélection, leur drapeau et leur maillot. Une contestation qui a de quoi glacer le pouvoir, mais qui surtout témoigne du climat délétère qui règne dans le pays à plusieurs échelons de la société. Donc c'est difficile de se positionner sur l'Iran parce que peut-être que le pouvoir va suspendre et sanctionner certains joueurs avant la Coupe du Monde. Azmoun déclare ne pas avoir peur d'être évincé. Ça veut dire ce que ça veut dire, il y a un vrai risque. Alors moi, je vais parler de l'Iran comme on l'a maintenant avec les données footballistiques actuelles, mais c'est un dossier à suivre en tout cas. La première chose à dire sur l'Iran du football, c'est le progrès. L'équipe est en progression constante. C'est la première nation asiatique au classement FIFA, 22e, devant le Japon et la Corée du Sud. Et l'Iran va disputer son 3e mondial de rang avec l'espoir de faire de belles choses. En 2014, au Brésil, l'Iran fait figuration dans son groupe. 3 matchs, 1 point récolté, pas grand chose à retenir. 4 ans après, l'histoire est différente. Les Iraniens, pourtant dans un groupe très relevé, avec le Portugal, l'Espagne et le Maroc, terminent 3e, à rien de se qualifier pour les 8e. En 2022, cette équipe s'avance avec des forces, des attaquants ultra performants comme Mehdi Taremi de Porto, Azmoun, l'ex du Zénith, aujourd'hui à Leverkusen. C'est probablement la première fois de l'histoire, après le célèbre buteur Ali Day, que l'Iran dispose d'une telle force offensive. Va-t-elle lui permettre de réaliser le plus grand exploit de son histoire, c'est-à-dire sortir des phases de groupe de la Coupe du Monde? C'est en tout cas l'objectif rêvé et pour lequel les joueurs de la sélection vont se battre.
Si l'Angleterre semble nettement au-dessus, la compétition avec le Pays de Galles et les États-Unis, dans un match aux odeurs de poudre géopolitique, est vraiment très ouverte. Carlos Queiroz, le sélectionneur ex de l'Égypte, avec qui il avait fait la finale de la CAN cette année, a ramené de la solidité, de la combativité à cette équipe d'Iran qu'il avait déjà coachée de 2011 à 2019. Les résultats sont prometteurs, l'Iran a battu l'Uruguay 1-0 et a fait 1-1 contre le Sénégal durant cette trêve. Certes, ce sont des amicaux, mais quand même. Et surtout, le pays a bouclé très vite sa phase de qualification du 3e tour en devenant le premier pays asiatique à se qualifier pour la Coupe du Monde, si l'Iran parvenait à surprendre et rallier les 8e de la Coupe du Monde. On passe à la 3e nation de ce groupe, le Pays de Galles, qui retrouve un mondial pour la première fois depuis 1958. L'excitation est donc littéralement à son comble dans le pays, puisque des millions de Gallois vont vivre pour la première fois de leur vie une Coupe du Monde de football. Pour y parvenir, les Gallois ont dû passer par des barrages. Ils étaient dans la voie A. Et après avoir battu l'Autriche en demi-finale, ils ont éliminé l'Ukraine en finale de barrage en juin dernier, à domicile, dans une ambiance absolument folle. On avait alors pu entendre ce fameux hymne non officiel des Gallois, Amaoïd, qu'on peut traduire par « On est toujours là », un chant en gallois pour affirmer la culture galloise contre le colon anglais. Ça tombe bien, les Gallois croiseront le fer comme en 2016 lors de l'Euro avec les Three Lions dans un derby britannique qui s'annonce épique. Cette qualif pour la Coupe du Monde, elle reflète le très bon travail de la sélection entamé depuis plus de 7 ans. Après 2 qualifs de suite à l'Euro, dont un Euro 2016 exceptionnel ponctué en demi-finale, les Gallois, qu'on connaissait comme terre de rugby, sont devenus une nation européenne de football. En battant l'Ukraine, les Gallois ont sans doute écrit la plus belle ligne de leur histoire. Une émotion incroyable pour une équipe qui assurément est sur un petit nuage en ce moment, mais qui doit aussi petit à petit penser à l'avenir, au renouvellement de sa génération. Bale, si peu performant en club depuis quelques années, est un leader incontestable et incontesté du Pays de Galles. C'est d'ailleurs lui qui marque le coup franc contre l'Ukraine. La sélection dépend beaucoup de lui, même si on a quelques jeunes joueurs intéressants, des petites pépites, des joueurs plus expérimentés aussi. On a par exemple le gardien Hennessy, qui était d'ailleurs héroïque contre l'Ukraine, 38 ans, beaucoup d'expérience. On a d'autres cadres qui sont là, Davis, Moore, Ramsey. Et puis, comme j'en ai parlé un petit peu plus haut, et comme l'a présenté le copain Tom Abadi, on a cette génération montante et sympa, avec un Padou, les ailiers Dan James et Harry Wilson, qui sont très talentueux. On peut ajouter Neco Williams et le grand talent de Nottingham Forest, Brennan Johnson, attaquant de 21 ans de Forest. C'est le chouchou du public gallois, 16 buts et 9 passes décisives en 46 matchs de championship la saison dernière avec Forest. Il a explosé et est très vite monté en équipe A du Pays de Galles. Donc on a une belle équipe sur le papier avec des promesses, de la jeunesse et puis une équipe qui arrive très enthousiasmée à l'idée de jouer un mondial. C'est une équipe qui n'a vraiment rien à perdre, mais qui doit juste prendre du plaisir, ne pas être ridicule et rendre fier son peuple. Sortir du groupe serait déjà une très grande réussite, mais l'affaire ne sera pas mince puisque la compétition avec l'Iran et les États-Unis sera très ouverte. Ça va vraiment être une très belle bataille dans ce groupe. On termine ce groupe B par les États-Unis, le pays du soccer qui fait son retour en Coupe du Monde cette année après l'absence en 2018. Et les États-Unis, c'est vraiment une nation qu'on va prochainement scruter dans les années futures avec cette Coupe du Monde 2026 qui arrive, qu'elle organise en majorité sur son territoire. Alors je dis pas que 2022 est une répétition générale avant 2026, mais clairement, s'il faut réussir une Coupe du Monde, c'est celle de 2026 à la maison. Les US se sont qualifiés en terminant 2e de leur groupe de qualification et sortent aussi d'une victoire en Gold Cup l'an passé contre le Mexique en finale. L'équipe a retrouvé un vrai regain de forme. Quel va être l'objectif des États-Unis pour cette Coupe du Monde? Comme me l'a révélé Antoine de Culture Soccer, spécialiste du foot nord-américain sur Twitter, son lien sera en description, l'objectif premier de la sélection, c'est vraiment de sortir de ce groupe assez homogène. Si on enlève l'Angleterre, et de rallier les 8e, ce qu'elle avait fait d'ailleurs en 2014 lors de sa dernière Coupe du Monde, où les Américains avaient perdu contre la jeune Belgique qui montait en puissance. Mais clairement, sortir du groupe, c'est l'objectif numéro 1. Plus loin, ce sera vraiment que du bonus. Pour réussir ce challenge, la sélection et le sélectionneur Greg Berhalter s'appuient sur un effectif vraiment très jeune, avec bien sûr Pulisic qui sera très attendu, comme Brendan Aronson de Leeds, un meneur de jeu assez technique, Reina bien sûr que vous connaissez, le jeune de Dortmund, Tyler Adams de Leeds aussi. On peut rajouter McKennie ou Sargent, l'ex-attaquant du Werder Bremen. C'est vraiment une équipe très jeune, un peu plus de 24 ans de moyenne d'âge. C'est clairement l'équipe la plus jeune dont on ait parlé depuis le début de notre tour des groupes. Donc qui dit équipe jeune dit équipe un peu novice, qui veut apprendre. Concernant le climat qui entoure la sélection, on n'est pas comme le Pays de Galles avec cette forme d'euphorie et d'union sacrée,
puisqu'on a des divisions aux États-Unis, comme m'a confié Antoine de Culture Soccer, des divisions entre supporters, entre les pro MLS et ceux qui ne regardent pas le championnat, entre ceux qui sont pro Berhalter et ceux qui ne soutiennent pas le coach. Par exemple, Berhalter, qui est un produit de la MLS, aime beaucoup injecter du sang purement américain, donc du championnat, dans l'équipe. Et ça plaît pas forcément à tout le monde de l'autre côté de l'Atlantique. C'est donc une équipe à débat en tout cas, mais néanmoins extrêmement intéressante à surveiller et à voir cet hiver, surtout si vous aimez la jeunesse, les futurs talents de demain, des meneurs de jeu ou ailiers techniques et vifs. Voilà pour la présentation des 4 équipes de ce groupe et comme à l'accoutumée, il est l'heure de vous donner mon pronostic, de vous dévoiler mon avis sur ce groupe, avis qui est lié à la période dans laquelle nous sommes actuellement. Il y aura d'autres facteurs à prendre en compte bien sûr en novembre, mais à cet instant T, voici comment je ressens les choses. Et j'ai eu beaucoup de mal à départager les nations de ce groupe, en tout cas les 3 autres nations de ce groupe, parce que l'Angleterre est sur une voie royale, même s'ils vont pas super bien en ce moment, ils sont largement au-dessus et doivent terminer premier, et je les vois finir à cette place. Mais après, j'ai vraiment longtemps hésité entre les 3 autres équipes, et c'est tout à fait probable qu'à la veille de la compétition, le classement change encore un petit peu en fonction d'autres facteurs, mais même là actuellement, j'ai du mal à y voir un petit peu plus clair. Allez, je pense pas que le Pays de Galles va sortir du groupe. Alors, oui, il y a de la jeunesse, oui, il y a du talent, oui, c'est une équipe qui aura tout à gagner, mais ça me semble très limité dans le jeu. Ne pas oublier qu'à l'Euro, ils sont sortis de leur groupe, certes, mais il y avait une Turquie complètement perdue sur le terrain, et puis dès que le niveau a été élevé, ils se sont ramassés contre le Danemark. La Coupe du Monde, c'est un gros step-up. J'ai vraiment adoré leur épopée en 2016, je suis vraiment heureux de les voir au Mondial. J'espère qu'on pourra d'ailleurs ressentir leur ferveur jusqu'au Qatar, mais ça me semble un petit peu juste pour passer. Concernant la 2e et la 3e place, c'est peut-être la grosse surprise, première grosse surprise de mes avis depuis le début de DCDM, mais c'est la 2e place de l'Iran et la 3e place des États-Unis. Je m'explique. L'Iran est une équipe en progression. Alors certes, est-ce que l'équipe sera affectée dans un futur proche par les événements qui se déroulent dans le pays? À voir. Mais en tout cas, c'est une équipe qui évolue bien footballistiquement, qui gagne de l'expérience en Coupe du Monde, à l'inverse des États-Unis qui sont très jeunes, un peu en phase d'expérimentation par rapport à 2026 et qui en plus ne me convainquent pas plus que ça. Ils sortent d'une trêve catastrophique avec un 0-0 contre l'Arabie Saoudite et une défaite contre le Japon. L'Iran a vraiment toutes ses chances de sortir du groupe et à l'heure actuelle, c'est la qualification de la Team Melli qui me semble possible. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos avis sur ce groupe B. Un très grand merci aux experts de cette vidéo qui m'ont épaulé durant la préparation de cette vidéo. Le très bon spécialiste britannique Tom Abadi, comme toujours fidèle au poste, Team Melli FR, spécialiste de l'Iran, et l'excellent Antoine Latran de Culture Soccer, spécialiste du foot d'Amérique du Nord. Vous retrouverez tous leurs liens en description. Merci à vous les gars. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. On se voit samedi prochain pour le groupe C. D'ici là, prenez soin de vous tous et profitez des vôtres. Ciao.